Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Abysseur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans deux récits saisissants qui illustrent à quel point les profondeurs de la Terre peuvent être impitoyables. Dans le Tennessee, une simple promenade tourne au cauchemar claustrophobe. Tandis qu'en Indiana, ce qui semblait n'être qu'une aventure entre amis devient une lutte désespérée contre le froid et le temps. Deux hommes, deux grottes et un même sort imminent, se retrouvaient piégés sous des tonnes de roches. Ce qui s'est passé là-dessous s'est transformé non seulement en une épreuve terrifiante, mais aussi en l'une des pires situations qu'un spéléologue puisse affronter dans la pratique moderne. Si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément. Nous sommes le 21 décembre 1981, un jour glacial. Jeff Hogg, un homme de 34 ans originaire de Luttrell, dans le Tennessee, décide de partir à pied. Le plan était simple, emprunter la camionnette d'un ami et conduire jusqu'en Caroline du Nord dans un voyage d'environ 190 km. Mais le véhicule refuse de démarrer. Frustré, Jeff choisit de partir à pied, probablement pour se changer les idées. Il ne se doutait pas qu'il allait affronter un froid mordant et un terrain des plus dangereux. Il prit un chemin qui le mena jusqu'à une zone de la région de Knox, connue pour abriter une grande cavité naturelle reliée à un réseau souterrain. La pluie glaciale avait transformé le sol en un piège glissant. Déterminé, Jeff marcha environ 1,5 km depuis la maison de son ami, traversant un terrain accidenté, sans savoir que la malchance allait bientôt le rattraper. Alors qu'il traversait une zone boisée très dense, son pied glissa sur la boue détrempée. Il tenta de se rattraper, mais perdit totalement l'équilibre. Il dévala la pente de façon incontrôlable, avant de chuter brutalement dans une ouverture dissimulée par la végétation. C'était un gouffre, une cavité profonde que Jeff n'avait pas remarquée jusqu'à l'ultime seconde. Il tomba de près de 6 mètres, plongeant dans l'obscurité entouré de parois lisses et humides. Au fond du trou, sonné et haletant, Jeff tenta de comprendre l'ampleur de ce qui lui arrivait. Par miracle, aucun os n'était cassé. Mais il se retrouvait coincé dans un espace exigu, cerné de parois glissantes et hautes. Chaque tentative pour remonter se soldait par un échec. Ses doigts s'enfonçaient dans la terre détrempée, le faisant glisser à chaque essai. Plus il luttait, plus il semblait s'enfoncer dans cette prison de boue. Le froid s'intensifiait et sans nourriture ni abri, l'angoisse prit rapidement le dessus. La nuit, la température chutait de manière dramatique et son corps tremblait de façon incontrôlable. Il se serrait les bras et frottait ses mains pour essayer de produire un peu de chaleur, mais le froid transperçait ses vêtements jusqu'à ses os. Il cria à l'aide, mais sa voix n'atteignait guère la surface, étouffée par l'épaisseur du sol. Le silence qui l'entourait devenait oppressant. Le jour suivant n'apporta aucun soulagement. Le soleil réchauffa légèrement l'air au point de le faire transpirer, mais il ne pouvait pas compenser cette perte d'eau. Il commença alors à récolter des gouttelettes ruisselant le long des parois boueuses, les recueillant dans ses mains en coupe. Dans un ultime effort, il tenta de se fabriquer une échelle de fortune. Il déchira ses vêtements, y compris son sous-vêtement, pour en faire des cordelettes qu'il noua à des branches trouvées aux alentours. Mais le sol était bien trop meuble pour soutenir son poids et il retombait inlassablement. Les jours passaient et le froid devenait insupportable. Jeff grelottait sans arrêt, il commença à délirer, voyant des ombres, entendant des voix. Il croyait apercevoir des gens penchés au-dessus de lui, mais lorsqu'il reprenait ses esprits, il n'y avait personne. Ses mains et son visage étaient couverts de plaies à cause de la boue constante et ses pieds avaient enflé à force de rester plongés dans la terre humide et glacée. Il était devenu trop faible pour crier. Au 6e jour, il commençait à abandonner. À bout de force, sans solution et en train de sombrer physiquement, il sentait le temps lui échapper. Il savait que son corps s'affaiblissait à vue d'œil et que ce n'était plus qu'une question d'heure. C'est alors, justement, qu'un changement inattendu se produisit. 8 jours après sa chute, 3 adolescents de la région, Mike, Daryl et Cody, étaient en forêt à la recherche d'écureuils. En empruntant un sentier peu fréquenté, ils tombèrent sur quelque chose d'étrange, un grand trou au sol. Intrigués, ils s'en approchèrent et se turent pour essayer d'entendre un bruit. Pendant quelques secondes, rien. Puis, un son faible, une toux rauque à peine audible, s'échappa de l'obscurité. Ils appelèrent pour savoir si quelqu'un était là. Jeff crut d'abord halluciner, mais lorsqu'il entendit à nouveau leur voix, il comprit, c'était réel. Il rassembla ses dernières forces et hurla aussi fort qu'il le put.
Peu à peu, sa vue brouillée distingua des visages au sommet du gouffre. Les garçons réalisèrent qu'un homme était coincé. Ils coururent aussitôt chercher de l'aide. Rapidement, des secours arrivèrent en surplace munis de cordes et d'équipements. Un sauveteur descendit prudemment jusqu'à Jeff qui était à peine conscient. Son visage était livide, ses lèvres fendillées, son corps glacé et affaibli. On l'attacha avec soin dans un harnais et l'opération de remontée put commencer. Chaque centimètre gagné semblait une bataille contre le temps, mais ils y arrivèrent. Jeff fut enfin extrait de ce gouffre qui aurait pu être sa tombe. Il venait de passer 8 jours dans un isolement total, avait perdu plus de 11 kilos, souffrait d'une déshydratation grave et d'une hypothermie sévère. Sa température corporelle était tombée à environ 29 degrés Celsius. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital où il fut soigné pour hypothermie, déshydratation et une infection sérieuse au pied causée par l'humidité prolongée. Malgré les séquelles physiques, Jeff a survécu pour raconter son histoire. Le 17 mai 2003, Jarrod Watt et 2 de ses amis, tous expérimentés dans l'exploration de grottes, arrivèrent dès l'aube à Buckner's Cave, situé dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis. Ils étaient enthousiastes, nourrissant de grandes ambitions, traverser les labyrinthes et les passages étroits de ce terrain rocheux. L'excitation ne venait pas seulement de la possibilité de faire de nouvelles découvertes souterraines, mais aussi de ce lien d'amitié qui les avait déjà poussés à vivre d'autres aventures. L'entrée de la grotte leur était familière, presque rassurante, et tout semblait parfaitement maîtrisé. Mais aucun d'eux ne pouvait imaginer qu'en moins de 24 heures, cette expédition tournerait en une longue et angoissante lutte contre les limites de la nature et celles de leur propre corps. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans les entrailles de la grotte, les tunnels devenaient de plus en plus étroits, l'air de plus en plus lourd et étouffant. Pourtant, les 3 explorateurs continuaient avec détermination jusqu'à atteindre l'une des zones les plus redoutées du site. Un passage très resserré au-dessus d'un cours d'eau que les habitants du coin surnomment le Purgatoire. L'accès y est difficile, en pente, demandant une attention extrême pour s'y faufiler. Ils s'y engagèrent un à un. Jarrod fut le premier à relever le défi. Il prit une grande inspiration et s'introduisit dans l'ouverture verticale, prenant appui avec ses pieds sur les parois, s'aidant de ses bras pour progresser, tandis que la lampe frontale éclairait son avancée. Ses épaules et ses hanches frottaient continuellement contre la roche. Même s'il était habitué aux espaces étroits, cette fois quelque chose clochait. Le tunnel se rétrécissait imperceptiblement, bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Et soudain, il ne bougea plus. Son corps s'était coincé entre les parois. Son torse s'était tordu de manière inconfortable, l'empêchant d'avancer ou de reculer. Il tenta de bouger bras et jambes, de forcer contre la roche, mais il ne fit qu'aggraver la situation. Il était totalement immobilisé. L'un de ses amis essaya de le tirer en arrière, mais chaque tentative ne faisait qu'accentuer l'étroitesse du passage. Conscient qu'ils ne pourraient pas le libérer seul, ils prirent une décision. L'un d'eux resterait auprès de Jarrod pour le soutenir, pendant que l'autre sortirait chercher des secours. Le temps semblait figé, comme si chaque minute durait une éternité. Jarrod tremblait, son souffle devenait court et pénible. L'humidité lui transperçait la peau jusqu'aux os et les premiers signes d'hypothermie apparaissaient. Chaque douleur, chaque angoisse se retrouvait amplifiée par le silence absolu de la grotte. Des heures plus tard, enfin, des échos résonnant depuis l'entrée apportèrent un souffle d'espoir. L'équipe de secours venait d'arriver, équipée et expérimentée. Ils évaluèrent calmement la situation. L'espace était si restreint que la roche comprimait la poitrine et les membres de Jarrod, limitant à la fois sa circulation sanguine et sa mobilité. La nuit avançait alors que les secouristes utilisaient des perceuses et des ciseaux de maçon pour retirer, avec la plus grande prudence, une partie de la roche qui l'emprisonnait. Chaque coup résonnait dans le tunnel, et Jarrod se concentrait sur sa respiration, essayant de garder son calme. Le froid devenait mordant, ses doigts et ses pieds perdaient toute sensation. Malgré cela, il résistait, tandis que les sauveteurs continuaient avec précision. Au lever du jour, les efforts s'intensifièrent. Puis, enfin, un éclat de roche, coincé contre son flanc, fut retiré. Cela élargit suffisamment le passage pour qu'il puisse esquisser un mouvement. Encouragé par les secouristes, il parvint, lentement, à se glisser vers l'avant jusqu'à tomber dans le ruisseau en contrebas, épuisé mais libéré. Malgré les douleurs musculaires et un épuisement extrême, Jarrod était libre.
Les sauveteurs l'enveloppèrent immédiatement dans des couvertures thermiques, lui donnèrent de l'eau et quelques barres énergétiques pour l'aider à récupérer. Ses mains tremblaient en tenant la bouteille. La réalité de ce qu'il venait de vivre commençait à le rattraper. Il était meurtri, vidé, mais vivant et sans blessure grave. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle vous emmènera vers un autre récit d'exploration souterraine qui a très mal tourné. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Merci du fond du cœur à tous ceux qui suivent de mes vidéos et à très bientôt pour une nouvelle exploration.